Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT. Et bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là également avec oui. Guy Birenbaum et notre invité secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur. Bonjour Thierry Mandon. Bonjour. Vous faites partie d'un gouvernement, c'est la formule consacrée, qui est chargée d'expédier les affaires courantes parce que l'élection présidentielle, évidemment, maintenant empêche toute action décisive et sérieuse. Ce qui est devant nous, c'est la primaire du Parti socialiste. Quel candidat soutenez-vous, Thierry Mandon ? Personne pour l'instant. J'attends tranquillement les débats. Non, oui, il y a des débats, je crois, à partir de la semaine prochaine. Donc oui, mais vous n'avez pas besoin d'être éclairé par les débats. Vous quand même, vous les si, justement, j'en ai sacrément besoin. À ce point-là pour pouvoir me déterminer si, oui, je pense qu'il y a des sujets à traiter que l'élection présidentielle, ça ne doit pas être, et donc une primaire. Mais vous connaissez les individus, vous connaissez leur pente, vous connaissez leurs préférences. Oui, mais je connais aussi ce que c'est que d'exercer le pouvoir. Et que c'est pas du marketing. Aucun vous en paraît digne aujourd'hui ? C'est pas une question de dignité. Non, enfin, aucun tous le sont. Non, mais c'est une question de force de caractère. Vous savez, c'est De Gaulle qui disait ça des leaders de la 4e. Trop d'intelligence, pas de caractère. Le problème, c'est le caractère. C'est la capacité, quand ça devient difficile, à tenir bon pour réformer vraiment. Et donc, c'est finalement la question de l'adéquation entre les convictions que vous portez, que vous présentez au pays, la direction que vous imprimez et la force que vous mettez qui fait que, quand ça deviendra dur, vous ne reculerez pas. On va entendre Manuel Valls, c'était à Évry, début décembre, il s'est déclaré candidat à la présidence de la République. On l'écoute. Je suis candidat à la présidence de la République. J'ai cette force en moi, cette volonté de servir mon pays. C'est au-delà des mots. C'est une conviction totale. Bon alors lui, il a le caractère ou il ne l'a pas ? Il a du caractère, ça, personne ne lui enlève. C'est pas ma question. Est-ce qu'il a le caractère ? Écoutez, je crois qu'il publie un projet demain, après-demain. Ouais. Donc, on va voir quelles sont les lignes de force. Est-ce que c'est un catalogue de 17, 20, 30 gimmicks, propositions, ou est-ce que c'est une vision transformatrice d'un pays qu'on a sacrément besoin ? Pour l'instant, il n'y a pas de vision chez lui. Mais on va voir. Je vais dire les choses autrement, Thierry Mandon. Vous êtes ministre dans la politique depuis très longtemps. Vous connaissez ces gens-là. Et votre position aujourd'hui, c'est-à-dire je ne sais pas qui je vais soutenir, on entend un désenchantement formidable. Non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est une attente. C'est une attente, et une attente qui est très simple à comprendre. La gauche, c'est la puissance publique. C'est la conviction que les sociétés telles qu'elles sont ont besoin de quelqu'un qui soit de temps en temps un gendarme, de temps en temps un incitateur, de temps en temps un contrôleur, voilà. Et que s'il n'y a pas au cœur du projet une volonté de transformer ce qui est devenu la machine publique, l'État, la puissance publique, prenez les mots que vous voulez, alors il n'y a plus de gauche possible. Et moi, c'est comme ça que je juge les candidats. Est-ce que vraiment ils ont compris la grave crise que la puissance publique traverser aujourd'hui, son inefficacité, parfois sa délégitimité, en même temps l'attente citoyenne, et comment, et quel est le programme de transformation ? On ne peut pas faire semblant. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes au gouvernement et qui connaissez ces gens depuis très longtemps, faire semblant de découvrir quel peut être leur caractère et leur programme. Oui, bien sûr. Mais c'est pas leur caractère. Vous les connaissez trop pour ça. Vous n'allez rien découvrir demain. On est désolé de vous annoncer une déception par anticipation. C'est terrible parce que vous êtes vraiment absolument résigné. Si c'est ça, il n'y a plus de politique possible. C'est vous qui l'avez résigné. Je ne suis pas du tout. Au contraire, j'attends avec impatience les débats qui arrivent demain. Est-ce que vous pourriez ne soutenir personne alors du coup ? Je soutiendrai forcément le candidat qui sera sorti de la primaire à la présidentielle. Avant le 22. Tout est possible. Ah, vous voyez, c'est bien ça. Tout est possible. D'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Les plus hautes autorités de l'État, maintenant, disent la même chose. Bernard Cazeneuve l'a dit, effectivement, voilà, il ne soutiendra personne. Mais lui, disons qu'il n'est pas dans votre position. D'autres ministres ont affiché leurs préférences. Et d'autres pas. Et d'autres encore refusent de le faire. Vous avez raison. Mais pourquoi vous refusez de convenir de ce qui est l'évidence quand on vous écoute, c'est-à-dire une forme de déception quand même. Je ne sais pas comment la nommer, mais il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui relève de cela. Au contraire, c'est un combat. Moi, c'est un vrai combat pour que la gauche, qui n'existe pas si elle n'a pas une certaine conviction dans la fonction et dans la façon dont fonctionner l'État, porte ce combat-là. Voilà. Et plus longtemps je peux le porter, plus longtemps je le porte. Il serait naturel qu'un ministre défende la candidature de Manuel Valls, oui ou non ? C'est votre Premier ministre depuis que vous êtes au gouvernement ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais disons que les 2 dernières années... Vous avez raison, pardon. Vous êtes rentré au gouvernement en mars 2014, donc avec Manuel Valls. Donc un point pour Gilles. On attend avec attention les programmes. Bon, on attend les programmes. Ce que vous avez vu par exemple des programmes de Benoît Hamon ?
Il est connu, ce programme-là. Oui, alors, j'ai plusieurs points de désaccord sur ce programme. D'abord, moi, le revenu universel, ça m'inquiète. Je crois que la déconnexion des revenus et du travail, de la place qu'on occupe dans la société par le travail, c'est quelque chose qui dans le cahier de Manuel Valls aussi. Oui, c'est un projet de Manuel Valls. Manuel Valls le prend différemment, puisque lui dit je veux simplifier un peu, on ne sait pas trop pour l'instant, donc le projet a besoin d'être venu. Et puis deuxièmement, la légalisation du cannabis, je suis désolé, mais alors ça, moi je ne comprends pas ça. Voilà. Marisol Touraine, cette ministre se débat pour faire de la prévention sanitaire à longueur de journée, on va dire tiens, vous pouvez consommer du cannabis librement, alors qu'on connaît tous les effets, il suffit de regarder la recherche, elle les montre très clairement extrêmement négatifs du cannabis. Je suis pas d'accord. Arnaud Montebourg, vous avez été proche de lui pendant en longtemps. grande partie, oui, absolument. Oui. C'est un ami personnel. Oui. Politiquement, je trouve qu'il n'y a pas de salut pour la France sans une Europe qui se remette sur ses deux pieds. Et qu'il ne suffit pas de dire si l'Europe ne va pas, c'est la faute des Allemands. Il y a un vrai projet alternatif européen à bâtir. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais peut-être le verrons-nous dans les débats. Et puis, je ne crois pas aux solutions trop simples. Le Made in France, qui est un très beau thème, qui est une très belle priorité, qui a prétention de réindustrier la France, ça devient compliqué quand la plupart des produits intègrent tous, sans aucune exception, une composante étrangère. Donc, c'est difficile. Pro-européen, lui. Alors Vincent Payon, je ne sais pas du tout ce qu'il propose, mais on va voir dans quelques jours ou heures. Demain. Va remarquer. Non mais qu'on regarde, savait même pas qu'il serait candidat. Qu'on regarde ce que disent, regarde ce que disent les candidats, qu'on prenne au sérieux les idées, c'est quand même la moindre des choses. C'est pas du pari de tête. Vous vous rendez compte à quel point la droite peut utiliser vos arguments. Voilà, on ne sait rien sur rien. Ils disent exactement la même chose. Mais les programmes sont publiés la semaine prochaine. Je ne sais plus quel jour. Enfin attendons. Attendons. Demain matin, on va attendre. Attendons. Voilà, rien sur rien, mais tout surtout dans l'émission politique dans 90 secondes. Voici Victor Maté, on se retrouve juste après. Comme chaque année, le bilan des incidents de la nuit de la Saint-Sylvestre en France. Un peu plus de véhicules incendiés que l'an dernier, 650. Mais le ministère de l'Intérieur assure que c'est une baisse de 20% sur les 5 dernières années. Par ailleurs, quelques 300 personnes ont été placées en garde à vue sur les 450 interpellées. 2 ans après une première visite, François Hollande est arrivé ce matin en Irak pour saluer le travail des soldats français engagés contre Daesh. Agir contre le terrorisme en Irak, c'est aussi prévenir des actes sur notre sol, dit le chef de l'État. François Hollande doit ensuite se rendre à Erbil, près de la ligne de front avec le groupe État islamique. En Indonésie, au lendemain de la mort de 23 personnes dans l'incendie d'un ferry, le capitaine du bateau a été arrêté. L'homme est soupçonné de négligence. L'ouverture à Paris du procès du fils du président de la Guinée équatoriale. Premier procès de ce que l'on appelle les biens mal acquis. L'homme est accusé de s'être constitué en France entre 1997 et 2011 un patrimoine de plusieurs dizaines de millions d'euros avec de l'argent détourné des fonds publics ou issus de la corruption. Le premier abandon de l'année 2017 sur le Vendée Globe, le skipper irlandais Enda Okoinen obligé de renoncer après avoir dématé. France Info. C'est Thierry Mandon qui est avec nous ce matin dans l'émission politique de France Info. Question Jean-Michel Apathy. François Hollande a présenté ses derniers vœux samedi soir, les derniers vœux en tant que président de la République, bien sûr. Il a dit des choses qui, moi, personnellement, m'ont un peu étonné. Il a dit que les comptes publics ont été rétablis. Quand on a 70 milliards d'euros de déficit, on considérait que les comptes publics sont rétablis ? Il a voulu dire qu'on devrait passer en 2017 sous les 3%, je pense. Ah, c'est ça qu'il veut dire. J'imagine, il faudrait lui poser la question. C'est curieux quand même comme conception. Hein. Les comptes publics rétablis, on a une impasse de 70 milliards d'euros. Oui, bon, c'est pas la formule la plus ciselée de son intervention. Et il a dit aussi cette chose qui m'a étonné aussi, donc la compétitivité de nos entreprises a été retrouvée. Je pense qu'il parlait du taux de bénéfice, qu'on appelle le taux de profit, calculé donc en fonction du chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'il est passé de niveaux historiquement bas à des niveaux qui sont redevenus à peu près comparables à une petite moyenne européenne. Quel bilan on va faire de ce quinquennat ? Ce sera un quinquennat de transition entre deux périodes, l'une qui n'est plus et l'autre dont on ne sait pas encore ce qu'elle sera. Celle qui n'est plus... On dirait du Pierre Dac un peu. Non, j'essaie d'être très précis dans l'analyse. Enfin, je peux vous faire je vous dis les choses le plus précisément que je puisse. Celle qui n'est plus, c'est celle à la fois faite d'inflation, de possibilité de s'endetter facilement, finalement d'une sorte quand même de keynésianisme généralisé comme mode de gouvernement pour la gauche ou pour la droite. Voilà. Le sérieux dans la gestion de la caisse publique, c'est quelque chose qui est irréversible. Et pour les candidats de la primaire d'ailleurs, qui commencent à aligner les dépenses possibles, ça, à mon avis, ça doit être gardé. Ce qu'on ne sait pas qui sera, c'est
Qu'est-ce qui reste encore comme possibilité d'agir au niveau national? Quelles sont les nouvelles solidarité, entre guillemets, européenne, le redimensionnement de l'Europe, qui rendent possible une action efficace pour un pays qui est un pays de 65 millions d'habitants. Voilà. Transition entre deux, ça veut dire juste une courroie de quelque chose au milieu, ça veut dire qu'il n'en reste rien, en fait, absolument au final. Pas. Je crois absolument pas ça. Je pense qu'il reste des choses tout à fait précises. On va les énumérer. Premièrement, d'abord, sur la vie publique, c'est un sujet pour les Français. Les lois de transparence, le non-cumul des mandats, la réforme territoriale. Il y a une architecture qui a commencé à être redessinée. C'est nécessaire. Deuxièmement, sur les comptes publics, même si on n'est plus à zéro de déficit, on est dans des niveaux de déficit qui restent des niveaux tolérables, tant pour le budget de l'État que pour la sécurité sociale. Donc Et puis 3, il y a quelques mesures très, très intéressantes qui ont été mises en place. Je pense surtout à ce qui est compte personnel d'activité, la prise en compte des droits attachés à la personne et pas au poste de travail auquel vous... La loi El Khomri, vous ne la citez pas. C'est une bonne loi ? Une loi qui se termine au 49.3, après des débats très denses et dont on vote la version 2 sans jamais avoir discuté une version 1 dont tout le monde sait qu'elle existe. C'est une loi qu'il faut juger dans la durée, mais les conditions de son vote ont été extrêmement difficiles, pénibles et ont divisé la gauche. Je crois que c'est... Dans la nouvelle période qui s'ouvre, vous dites c'est une transition entre deux périodes. Est-ce que ça sera aussi une période où la simplification du droit du travail sera importante ou pas ? La simplification tout court. Je parlais d'un État qu'il faut repenser, d'un État qui n'est plus du tout adapté au temps d'aujourd'hui. Et dans ce qu'il faut repenser, il y a l'État qui produit des normes. À la fois, il en produit beaucoup trop, on s'y perd. Il y a eu 404 lois votées en 5 années. Autant que 404 lois en 5 années. 404 lois. Et combien de décrets d'application ? Si je mets ça en pages de loi, mais je vous fais peur. Donc il faut voter beaucoup moins pour simplifier ce qui existe. Et par ailleurs, ce qu'il faut voter, c'est des normes qui manquent. On assiste à ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, mais ça veut dire des choses en droit des consommateurs, ça veut dire des choses en droit de la concurrence, en droit de la propriété, en droit fiscal. Là, l'État normalisateur, pour le coup, qui s'occupe de ces sujets-là. Voilà. Donc il y a une redéfinition profonde de l'État qui est indispensable quand on est de gauche, parce qu'on croit que, encore une fois, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de société qui tienne debout. 404 lois, ça fait un peu moins de 2 par semaine. Si j'ai bien compté, l'autre jour j'ai fait un calcul mental, je me suis compté, mais si j'ai bien compté là, on va dire un peu moins de 2 par semaine. Vous rectifierez. Oui, c'est ça. Alors il y a la loi justement, vous avez parlé de l'inefficacité de l'action de l'État, vous avez été dans des précédentes fonctions secrétaire d'État à la simplification administrative. La loi du 12 novembre 2013 dit que le silence de l'administration, quand on lui pose une question, vaut oui. Et alors depuis, j'ai vu que 42 décrets définissant des régimes dérogatoires ont été pris, et pour savoir si la décision qui vous importe fait partie des exceptions ou non, vous pouvez consulter une liste de 113 pages. Donc même Kafka n'y aurait pas pensé. Vous êtes fait complètement dévorer par l'administration ? C'est un combat. Quand il y a de la simplification, je veux dire, c'est pas compliqué. Je me rappelle de discussions, je ne peux pas raconter avec le président de la République, c'est un combat contre l'administration. Il ne faut pas se tromper. C'est bien de ça. Que vous avez perdu. Que le gouvernement a perdu. Mais moi, personnellement, j'aurais aimé gagner beaucoup plus. Enfin, le principe, déjà, c'est quand même un principe. Il ne faut pas taper sur ce principe-là, parce qu'il est essentiel. C'est quoi ? C'est qu'un citoyen qui écrit à l'administration a le droit d'avoir une réponse. Et que si l'administration ne répond pas aux citoyens, tant pis pour elle. C'est quand même... On peut pas contester ce principe-là. J'aurais aimé le mettre en place pour 100% des décisions de l'État. Voilà. Il y en a aujourd'hui une quarantaine de pourcents. Et c'est toujours ça de prix. Et il faut continuer pour que les 60% pour lesquels cette décision ne s'applique pas puissent s'appliquer. Voilà, c'est un combat. Mais il ne faut pas taper sur ce principe. Encore une fois, c'est ce que j'appelle la nouvelle architecture de l'État. C'est que l'État, il est au service des citoyens et il est le produit des citoyens. Voilà. Et donc, il a des devoirs, il a des droits, mais il a aussi des devoirs par rapport aux citoyens, notamment celui de lui répondre. L'État, ce sont des fonctionnaires qui sont aussi des citoyens, donc oui, ils devraient le comprendre. D'accord, mais c'est une machine qui ne répond pas. Moi, je n'ai jamais compris que quand vous écrivez une lettre à l'administration, quelle qu'elle soit, municipale ou État, et que vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que votre demande est refusée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais enfin, c'est une aberration. Donc, non, mais on comprend c'est très vrai, bien les limites. Volonté, mais manifestement, eh bien, c'est bien pour ça que je dis vous que n'y arrivez pas. Enfin, c'est collectivement, la gauche doit comprendre que sans une nouvelle architecture de la puissance publique dans ce pays, elle se lie les mains, elle n'a plus les moyens de mettre en œuvre les promesses qu'elle fait, et elle est donc condamnée à échouer. C'est pour ça que j'appelle à cette transformation. C'est pas la gauche qui doit comprendre ça, c'est toute la classe politique. C'est pourquoi vous limitez ça à une partie du champ. Parce que je crois que la différence entre la gauche et la droite
joue sur le terrain de la puissance publique. Je pense que la gauche considère que l'ordre spontané des choses est profondément injuste, qui doit être corrigé par l'État. Quant à la droite, à plus forte raison quand elle est libérale, voire très illibérale, considère que l'ordre naturel des choses fait en sorte que les sociétés tiennent debout. Et dans cette nouvelle architecture dont vous parliez, est-ce qu'il faudra moins de fonctionnaires ? Il y a une grosse explosion du nombre de fonctionnaires dans les collectivités territoriales qui tient, donc oui si vous préférez, qui tient sûrement à une architecture là qui est complètement illisible. Mairie, communauté de communes ou d'agglomération, département, qui va toucher à ça ? Alors que vous, de gauche, vous dites qu'il y a trop de fonctionnaires en France. On a amorcé, on a commencé avec le redécoupage régional. Il est évident que sur les métropoles qui se construisent et les départements, il y a un sujet à traiter. Est-ce que vous diriez que François Fillon n'a pas tout à fait tort en mettant cette problématique en avant, diminuer le nombre de fonctionnaires en France ? Il a complètement tort, il ne faut pas prendre ça comme ça. Parce que si vous faites ça, vous faites du tableau Excel. Vous êtes obligé, c'est-à-dire vous dites il me faut 500 000 fonctionnaires de moins, bon j'enlève l'armée, la police, la justice, donc résultat il faut 500 000 de moins, donc il y en a tant pour tant, c'est pas comme ça que ça marche. Mais vous dites la même chose que lui. Non, il faut partir des missions de l'État. À quoi ça sert l'État aujourd'hui ? C'est pas du tout le même raisonnement. À quoi ça sert sur les fonctions régaliennes, sur l'éducation, sur l'université, sur la recherche ? Il faut pas moins de fonctionnaires. Dans les collectivités territoriales, peut-être que ça passe par un redécoupage institutionnel, la suppression d'un échelon, mais là il y a sûrement des choses à réfléchir. Mais je ne trahis pas votre pensée, Thierry Mandon, en disant qu'on peut faire la même chose avec moins d'agents. À la condition de réformer, par exemple, le nombre des collectivités. Non, Oui, mais on dit la même chose. Voilà, donc dans la durée, oui. Mais c'est ça la transformation. Bien sûr que ça va quand on va dire, écoutez, finalement, ce niveau-là de collectivité, il est redondant entre la métropole et la région, c'est sûr que ça va faire un peu de bruit. Donc, il faut de la force de caractère, mais la force de caractère ancrée sur cette conviction que si on a des difficultés aujourd'hui, c'est parce que la puissance publique que nous défendons est entravée et qu'il faut lui redonner la capacité de se déployer. La suite avec vous, Thierry Mandon. Dans 90 secondes, Victor Matet sur France Info. Près de 450 suspects arrêtés en France en 2016 dans la lutte antiterroriste, chiffre donné par le Premier ministre sur France Inter. 17 attentats ont été déjoués l'an dernier, détaille Bernard Cazeneuve. Une année de victoire contre le terrorisme, les vœux de François Hollande aux soldats français en Irak. Le président arrivé à Bagdad doit se rendre à Erbil dans la journée tout près de la ligne de front contre Daesh. Toujours pas de revendication en Turquie au lendemain de l'attentat dans une boîte de nuit d'Istanbul. Le principal suspect est recherché parmi les 39 morts, beaucoup d'étrangers dont une franco-tunisienne et 4 blessés français parmi les 65 recensés. Un appel à la prudence sur les routes du Nord avec la neige et le verglas bien présents ou menaçants dans 18 départements, vigilance orange dans tous ceux des Hauts-de-France et d'Île-de-France notamment. Prudence en voiture, d'autant que les retours vers Paris et les grandes villes s'annoncent difficiles. C'est la fin des vacances scolaires, journée classée orange. Difficultés attendues depuis les stations de ski, puis sur l'A6, évitez si vous le pouvez de rejoindre Paris de 15h à 20h. La circulation sur le Dakar, des autos, des motos, des quads, la 39e édition du célèbre rallye débute depuis le Paraguay. L'arrivée en Argentine a lieu dans 2 semaines, le 14 janvier. Et puis comme chaque année, les Lorrains ont un temps d'avance face à la concurrence des Luxembourgeois. Les commerçants débutent les soldes aujourd'hui. Pour le reste de la France, il faudra attendre mercredi prochain. France Info. Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur, est avec nous ce matin sur France Info. Question Jean-Michel Apathy. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve est actuellement l'invité de France Inter. Il l'est depuis 8h20. Il a déclaré « C'est parce que le bilan de François Hollande est bon qu'il faut s'y adosser pour gagner l'élection présidentielle. » Alors, le bilan de François Hollande est bon ? Oui. Oui, pense. Globalement, d'accord. Oui, je pense. Et quand le Premier ministre dit pour gagner l'élection présidentielle, c'est hors de portée d'un candidat socialiste aujourd'hui de gagner l'élection présidentielle. Ça, il ne faut pas raisonner comme ça. En revanche, il a raison sur un point, le Premier ministre. C'est qu'il n'y a pas de salut pour le passage au napalm du bilan du président de la République. Ceux qui font campagne pour être candidats socialistes en disant vraiment ce bilan, hop, on n'en parle plus parce que tout est acheté, ils n'ont aucune chance. Et il n'y a pas plus de possibilités pour ceux qui disent « Ah vraiment, c'est une œuvre immaculée qu'il ne faut pas toucher » donc ils font de l'autosatisfaction. Mais ça, personne n'en fait visiblement. Mais ça n'existe pas, ça. Si. Écoutez, vous trouvez que Manuel Valls est dans l'autosatisfaction ? Je me réjouis qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois, il y ait une lecture
critique et en même temps bienveillante du bilan. Voilà, il y a des choses, il y a des erreurs. Moi, j'en avais souligné une à l'époque. J'étais porte-parole de l'Assemblée, je me rappelle très bien. Maintenant, elle est reprise par tout le monde, tant mieux. Je m'étais senti un peu seul à l'époque. C'est la question des heures supplémentaires. Voilà. La défiscalisation des heures supplémentaires que nous avions supprimées, qui était un message aux ouvriers, aux employés de ce pays. Le premier message qu'on leur envoyait en disant, écoutez, vos 30 ou 40 euros par mois, tant pis pour vous, c'était une erreur. C'était de l'anti-sarkozysme primaire. Elle a été faite pour cette raison-là. C'était une erreur. Pourquoi ? Parce que c'est une erreur, entre guillemets, sociologique. Parce que vous disiez à ceux et celles qui vous avaient chargé de vous représenter, les gars, on est désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. Guy Birenbaum. C'est parce que le bilan de François Hollande est bon qu'il n'est pas candidat. C'est parce que voilà, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un bilan objectif. Avouez que c'est compliqué à comprendre. Oui, c'est pas mal vu. Oui. D'abord, il y a un bilan objectif que les Français ne connaissent pas. J'ai essayé d'en rappeler quelques éléments tout à l'heure. Et puis, il y a la capacité d'expliquer un bilan et surtout d'expliquer le chemin sur lequel vous mettez la France. Et ce qui nous a manqué dans ce quinquennat, c'est l'explication globale. Voilà. On a fait une communication du type, le président lui-même l'avait dit, boîte à outils, en listant des mesures, une à une. Et on n'a jamais cherché vraiment à tracer la direction d'ensemble que nous essayons de mettre en place pour le pays. C'est ça qu'il faut expliquer dans la campagne. C'est pour ça que j'appelle, moi, une campagne primaire qui soit une campagne de vision, de projet, et pas un catalogue de mesures sympathiques pour faire plaisir à tel ou tel. Gilles Bonstein. Il y en a un qui a une véritable volonté réformatrice, c'est Emmanuel Macron. Alors vous me direz que, puisque vous avez parlé de représentation sociologique, il ne représente pas vraiment la sociologie de gauche, mais il a une véritable volonté réformatrice. Ben voilà, vous avez fait la question et la réponse. Pour moi, la politique, c'est de la sociologie. La société, c'est pas une colonie de vacances. C'est des groupes sociaux qui ont parfois des intérêts différents, entre lesquels vous arbitrez en choisissant ceux qui vous semblent les intérêts à privilégier. Quand on est banquier, vous dites comme François Bayrou. Quand on est banquier, on ne peut pas être de gauche. Je ne lui fais pas de procès personnel, mais je ne vois pas le combat qu'il mène pour ceux et celles qui sont victimes des inégalités qui se développent, qui ont moins de chance au démarrage de leur vie que les autres. Et pour moi, c'est ça le combat central qu'il faut porter aujourd'hui. Donc ça, son assise sociologique, je ne la comprends pas aujourd'hui. Mais les salles qu'il garnit montrent qu'il a une assise. On verra. Vous ne la comprenez pas. On verra. Moi, j'habite... Il y a un petit phénomène Macron, quand même. Je vis dans une commune qui est à 25 km de Paris. Oui. Je vais sur le marché, je discute un petit peu avec les habitants de Rissorangis, on peut la nommer, c'est une très belle commune de banlieue. J'ai pas le sentiment qu'il y a un raz-de-marée Macron. Hein. Non, pas un raz-de-marée. Non, mais je vous le dis. Voilà, sortons du périphérique. Je vous dis, je n'ai pas ce sentiment-là. Il y a quelque chose. Peut-être, en tout cas, c'est ce que disait les sondages, mais moi, l'ancrage, encore une fois, dans la réalité sociale profonde du pays, j'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'il y ait... Les salles d'Emmanuel Macron sont remplies, les salles de Manuel Valls ne sont pas remplies. C'est juste cet élément objectif-là. Lui, il est candidat, quoi qu'il arrive. Valls, il est en compétition. Il est candidat dans aussi. Son candidat, dans son camp. Donc, ça ne peut pas être une explication. La politique, c'est représenter sa classe sociale. Mais moi, j'admire vos certitudes. Mais ce n'est pas une certitude. Il y a un petit phénomène. J'admire vos certitudes. Moi, je suis un élu modeste de terrain. Je vous fais part d'un témoignage. Je vous dis, dans ma ville... Alors, il se trouve que Valls, on en parle puisqu'il est le maire d'à côté. Donc, je n'entends pas de personnes qui soient vraiment en admiration devant Emmanuel Macron. Ce n'était pas tout à fait le sens de notre question. Voilà, l'admiration. Vous ne vous représenterez pas, vous avez été député, élu en 2012, vous ne vous représenterez pas, pourquoi ? Non, parce que je pense que je cherche les moyens de continuer la politique, mais sur le plan des idées. Je pense qu'il y a aujourd'hui des combats, je parlais de celui de l'État de demain, à réinventer, qui passe d'abord par une bataille culturelle. Et qu'il faut donc les moyens de diffuser ces Emmanuel idées-là. Macron comme manière de penser finalement, ça non ? Passer par des idées, pas par les partis. Elle est taquine. Totalement Emmanuel Macron comme manière de voir. Il parle pas, il est candidat. Quoi voilà, je cherche les moyens de contribuer au débat d'idées et à la diffusion des idées dans la société. Vous devriez créer un mouvement que vous appelleriez... Vous allez retourner dans la vraie vie. Non, mais il faut manger. Non, je ne retourne pas dans la vraie vie. Il y a pas de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Les politiques seraient déconnectés de la vraie vie et la vraie vie, ce serait ailleurs. Absolument pas. Moi, j'ai vécu... Rester en politique en organisant le débat d'idées à gauche, autour d'un certain nombre de thèmes qui sont le plus importants possible, et en cherchant à diffuser ces idées. Une pétition circule qui demande à nouveau un procès pour Christine Lagarde, le verdict de la Cour de justice de la République n'ayant pas satisfait grand monde. Vous pourriez la signer, Thierry Mandon ? Je ne sais pas qu'il n'a pas satisfait, c'est que on n'a jamais vu ça. Il y a quelqu'un qui est déclaré coupable sans peine.
ne comprend pas, c'est pas compréhensible. Voilà. Et donc c'est normal qu'il y ait un trouble dans l'opinion. Ce sont vos pairs qui l'ont jugé. Père Députés, sénateurs. C'est cour de justice, chacun a le droit de penser ce qu'elle veut. Moi, mon sentiment, c'est vous pourriez pas signer, forcément la pétition. La cour la plus appropriée. Signer la pétition. Vous pourriez signer la pétition? Non, moi, je suis responsable politique. Mais quand vous serez dans la vraie vie. J'accepte, non seulement j'accepte, mais je souhaite que la société se mobilise beaucoup plus qu'elle ne le fait et soit entendue par la politique beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui. Quand vous serez retourné dans la vraie vie, vous allez signer la pétition? Je suis dans la vraie vie, les politiques sont dans la vraie vie, comme les journalistes, comme Allez, j'aurai tout pas le la monde. réponse. Les journalistes sont dans la vraie vie. Et on attend les programmes demain, comme ça peut-être vous pourrez choisir un candidat. Thierry Mandon, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.